Les MICI peuvent entraîner diverses complications, tant sur le plan digestif qu'extra-digestif. Ces complications peuvent parfois nécessiter des interventions supplémentaires, mais également avoir un impact significatif sur la gestion de la maladie au quotidien. Pour discuter des principales complications liées au MICI, mais aussi des moyens de les anticiper, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Allais. Il est médecin et professeur de médecine à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Professeur Allais, bonjour. Bonjour Tissane. On va commencer par parler des complications. Quelles sont les principales complications dans les MICI ? Alors il y a différents types de complications. On peut déjà parler des complications qui sont liées à l'atteinte tissulaire de la maladie de Crohn en particulier, puis après on verra si ça concerne également la rectocolite hémorragique. Donc dans la maladie de Crohn, la maladie est une maladie inflammatoire de la muqueuse, macroscopique, c'est-à-dire qu'on la voit à l'œil nu quand on fait une endoscopie ou une radiologie. Et cette inflammation concerne toute la paroi et elle a tendance à partir en profondeur. Et quand elle part en profondeur, elle peut être à l'origine de fistules, de trajets fistuleux, qui sont des espèces de trajets qui peuvent conduire à un abcès dans la région. Ça, c'est pour les atteintes du tube digestif, surtout au niveau de l'intestin grêle. Et puis, il y a aussi ce risque de développer des sténoses, des rétrécissements. Et ça concerne aussi surtout l'intestin grêle, parce que le calibre est plus petit que le côlon, que le gros intestin. Et ces rétrécissements sont liés à une inflammation persistante qui va entraîner des dégâts tissulaires qui vont se traduire par de la fibrose et une perte du calibre de la lumière intestinale. Et à ce moment-là, il y a le risque d'avoir des douleurs abdominales, des complications obstructives, c'est-à-dire même au maximum une occlusion. Donc ça, c'est pour les maladies de Crohn du tube digestif. Il y a aussi des atteintes au niveau de l'anus. De la même façon, on peut avoir des fistules dans l'intestin, on peut avoir des lésions de l'anus qui peuvent être des fissures, et puis à un niveau plus important, des fistules, et qui peuvent être à l'origine d'abcès dans la région de la maladie de Crohn. Donc ça, c'est encore une fois des complications qui sont liées au site de la maladie de Crohn. Et ces risques ne sont pas les mêmes pour tous les patients. Il y a des patients qui ont des atteintes où on peut un peu prédire ces risques. Ça, c'est pour des atteintes qui sont liées au tube digestif ou à l'anus. Et il y a également des manifestations extra-intestinales qu'on peut qualifier de complications, mais c'est surtout des particularités donc qui peuvent atteindre la peau, les articulations, les yeux, les voies biliaires. Et puis il y a également des complications sur des évolutions longues. Lorsque l'inflammation n'est pas contrôlée, il y a un surrisque de cancer qui n'est pas très élevé, mais qui nécessite une surveillance et des contrôles. D'accord. Là, on a parlé de la maladie de Crohn. Est-ce qu'il y a des particularités pour la rectocolite hémorragique ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, dans la rectocolite hémorragique, l'inflammation est plus superficielle. Ça veut dire que quand on regarde la paroi de l'intestin, c'est surtout les couches superficielles qui sont atteintes. Donc, il n'y a pas cette atteinte transmurale. Et dans la rectocolite hémorragique, il n'y a pas de dégâts tissulaires, classiquement, comme on les observe dans la maladie de Crohn, mais il peut y avoir chez certains patients qui ont encore une fois une évolution qu'on qualifie de chronique active, où les traitements ne marchent pas. On peut avoir un rétrécissement du calibre du rectum et un rétrécissement du côlon sur une longue évolution. Et ça peut faire que quand on intervient tardivement dans une rectocolite hémorragique, ça peut être responsable d'un moins bon confort avec un peu plus de sel, par exemple, ou un peu plus d'impériosité, de besoin urgent d'aller à la selle. D'accord. Vous en avez un peu parlé, mais vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ces complications affectent les organes au-delà du système digestif ? Alors, on ne sait pas exactement. C'est un sujet très intéressant pour des chercheurs, mais tout se passe comme si l'inflammation qui est présente dans le tube digestif s'exporte dans d'autres organes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un caractère qu'on qualifie de systémique. Donc la maladie est localisée à l'intestin, mais il y a des cellules qui circulent et qui retournent dans l'intestin. Et il y a probablement parfois l'induction de l'inflammation dans un autre site. Il y a aussi des variants génétiques qui semblent associés à plus de manifestations qu'on qualifie d'extra-intestinales. Et puis on a des traitements qui vont agir bien sur les manifestations extra-intestinales et d'autres qui vont agir un peu moins bien. Et c'est un peu lié au mécanisme d'action. Donc c'est un sujet assez complexe, mais globalement ce qu'on peut retenir, c'est que parfois l'inflammation intestinale peut s'exporter dans d'autres organes, qui sont surtout la peau, les articulations, les yeux, et parfois les voies biliaires, enfin c'est une atteinte associée. Et ces complications un peu extra-digestives, est-ce qu'elles concernent
particulièrement une des deux pathologies ou est-ce qu'elles peuvent Non. se retrouver dans les deux? Non, elles se retrouvent dans les deux maladies, à peu près avec la même fréquence. Il y a des petites variations en termes de fréquence, mais c'est un peu à la marge. Donc ces manifestations extra-intestinales sont fréquentes sont présentes dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique. Et ça ne permet pas d'ailleurs de faire un diagnostic dans un sens ou dans l'autre. Merci, docteur. Alors, une des craintes profondes des patients, c'est aussi la projection au plus loin et en pensant au cancer colorectal. Est-ce qu'il y a un risque augmenté? Est-ce que les Mickey augmentent le risque de cancer colorectal? Alors oui, il est connu, il semble diminuer avec le temps. Et en fait, le risque de cancer, il y a deux grands éléments qui permettent de diminuer ce risque. Un bon contrôle de la maladie. Et deux, la surveillance de lésions précancéreuses. Et donc ça, en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces complications cancéreuses, elles sont secondaires à une inflammation chronique, à un non-contrôle de la maladie. Quand la maladie évolue depuis longtemps, elle n'est pas bien contrôlée, le risque est plus élevé. Si la maladie est ancienne, mais qu'elle est totalement contrôlée, ce risque est assez faible finalement. On retourne dans un risque qui est un peu standard. Et en fonction du tableau clinique, en fonction aussi d'un certain contexte, de la présence par exemple d'atteintes hépatobiliaires, il y a des facteurs de risque et qui vont faire que la surveillance est plus ou moins soutenue. On tient compte de la durée de la maladie, de l'étendue de l'inflammation et de le caractère actif de la maladie dans le temps. Donc je ne sais, on va pas tellement aborder les traitements, mais il y a un conseil à donner aux patients, c'est d'être suivi. Les situations qu'on a un peu à risque sont les gens qui perdent le contact. Et donc il faut être suivi parce que c'est le rôle du médecin d'anticiper ces risques et d'adapter la surveillance nécessaire. Donc le risque, il est surtout dans le côlon et le rectum. Il y a parfois des risques au niveau de l'anus et parfois au niveau de l'intestin grêle, mais c'est moins fréquent. Donc en gros, un meilleur contrôle de l'inflammation, un bon suivi protège contre ce risque. D'accord. Vous parlez justement de l'importance du contrôle de la pathologie dans l'évolution de la maladie. Quels sont les signes avant-coureurs de ces complications-là auxquelles il faut faire attention? Alors, si on revient sur les complications de la maladie de Crohn, par exemple, tissulaires, par exemple, les rétrécissements, nous, cliniciens, on a à l'interrogatoire déjà une capacité à identifier des symptômes qui évoquent une de ces complications. La prise en charge des maladies inflammatoires de l'intestin, se fait sur plusieurs éléments cliniques, biologiques, radiologiques, endoscopiques. Et on tient beaucoup compte de la localisation de la maladie, de son profil évolutif, parce que chaque patient a une histoire différente. Et donc, il y a des patients qui sont à risque d'avoir une occlusion, par exemple. Alors, on les prévient. Ils sont à risque. Donc, ils sont à risque d'avoir des douleurs, mais au maximum une occlusion. Donc, une bonne idée est de prévenir quelqu'un que si ces symptômes sont intenses, présents, persistent dans le temps, il faut consulter de façon un peu urgente ou aller aux urgences même quand on n'a pas la possibilité de consulter. Donc, il y a des complications qui nécessitent une amélioration de une plus grande connaissance. Et ça, c'est un partage entre l'équipe soignante et le patient. Et quand on s'intéresse, par exemple, à l'éducation thérapeutique, on anticipe un peu ces aspects-là. On essaye de donner les informations à un patient ou une patiente en fonction de son histoire personnelle. Si on a une maladie de Crohn du côlon, le risque d'occlusion est très faible. Si on a une maladie de Crohn du grêle, c'est plus important. S'il y a eu des douleurs, voilà. Et donc l'imagerie aussi va nous permettre les examens d'imagerie nous permettront d'évaluer le risque. Pour ce qui est des fistules anales, c'est difficile de prévenir, mais on connaît les symptômes qui sont associés. Et pour l'évolution à long terme, c'est une bonne façon de parler avec un patient, une patiente, en disant quels sont les risques évolutifs. Parce que souvent, il y a des fausses idées chez les malades. Il y a des gens qui croient qu'ils sont à risque de quelque chose, en fait, non. Et donc ça, c'est comme dans la vie, quoi. Il y a un aspect important dans la communication, c'est expliquer à quelqu'un dans quel cadre il se place, à quel moment, pourquoi est-ce qu'il faut surveiller un aspect,
Il y a des patients chez lesquels le risque de cancer est très, très... S'il y a atteinte que de l'intestin grêle, le risque de cancer est très faible. Et d'autres qui sont un peu plus à risque, qu'il faut surveiller. Et puis quand on fait la surveillance, d'ailleurs, on est tranquille. Parce que cette surveillance, c'est un rythme d'examen et permet de protéger et d'éviter ces complications. Et quelles sont les options de traitement lorsqu'il y a justement ces complications, notamment les complications importantes qui arrivent? C'est quoi les options de traitement? On a un arsenal thérapeutique. C'est un mot bizarre, hein, mais on a des options thérapeutiques, des plans de traitement. Ouais, c'est un peu guerrier. Mais on peut comparer les maladies inflammatoires à une bagarre dans l'intestin, en fait. Hein, et donc, on veut rétablir la paix. On veut rétablir un équilibre. Alors, quand il y a un rétrécissement ou une fistule sur l'intestin grêle, que l'atteinte n'est pas très longue, on opte souvent pour la chirurgie. À l'inverse, s'il n'y a pas de complications et qu'on veut prévenir le développement de ces complications, on peut utiliser aussi un traitement médical, qui peut être de plus en plus une biothérapie aujourd'hui. Voilà, et donc la décision entre les options se fait par les médecins, en concertation avec les chirurgiens, les radiologues. Souvent, on a des réunions multidisciplinaires. Et puis ensuite, on présente la situation aux patients et on décide ensemble. Il y a des situations où la chirurgie est une évidence, rarement en urgence, ça peut arriver, mais c'est rare. Souvent, elle est programmée. Et ce qui est très important, c'est de la préparer. D'ailleurs, on travaille au sein de l'AFEMI avec l'AFA à des ateliers pour anticiper, pour préparer les patientes à la chirurgie si elle est nécessaire, pour arriver aux meilleures conditions possibles. Et puis aussi diminuer les risques de récidive de la maladie. Parce que la chirurgie est une bonne option dans certains cas, mais elle ne protège pas à 100%. La maladie peut revenir. Donc il y a tous ces aspects-là. Dans le cadre des lésions anales, là, c'est pas vraiment de la prévention, c'est plutôt le traitement de ces lésions qui est important et qui, encore une fois, associe souvent les chirurgiens et les médecins. On combine nos stratégies de traitement. Professeur Allais, j'ai une question cette fois un peu plus personnelle. Vous êtes professeur de médecine et médecin en gastro-entérologie. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité ? C'est une excellente question, ça, bravo. Pourquoi ? C'est intéressant. En fait, c'est une question que je pose souvent aux jeunes gastro-entérologues. Et la réponse était un peu identique à la mienne. Très souvent, on a des profils de médecins intéressés par la diversité de la pratique médicale. Et en fait, le tube digestif est associé à peu près à toutes les pathologies humaines. Et donc, l'intestin... on a eu cette intuition et a joué un rôle clé dans pathologie, par exemple, de pas mal de maladies, ce qui se passe dans l'intestin. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que notre pratique varie, y compris dans la pratique en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il y a l'endoscopie. La réponse la plus évidente, ce qui intéresse tout le monde, c'est la diversité. De la bouche à l'anus, en considérant le foie, le pancréas, il y a une grande diversité de pathologies digestives. Les maladies inflammatoires de l'intestin en sont une. Et d'ailleurs, quand on voit la prise en charge des maladies inflammatoires de l'intestin, on l'a un peu abordé dans notre discussion, mais ce qui est fascinant, c'est l'hétérogénéité des maladies. On n'a aucun patient qui a la même histoire. Et donc ça a un côté un peu intéressant pour un médecin, parce que c'est essayer d'allier la connaissance médicale à une prise en charge personnalisée des patients en tenant compte de leur vie, de leur expérience. Et puis un dernier aspect, c'est qu'on soigne des patients de tous les âges, et ce qui est encore une fois aussi intéressant. Super, merci beaucoup. Merci.